Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Midnight Cowboys. Je ne sais plus lequel c'est, peut-être le quatrième épisode, Axel? Oui, oui, c'est ça, c'est le quatrième, c'est le quatrième. Le quatrième épisode consacré aujourd'hui à un film sorti en 1953, réalisé par Anthony Mann, The Naked Spur en français, L'Appât, un western psychologique avec James Stewart, un acteur que vous devez connaître, je pense, ou que vous avez peut-être déjà entendu ou vu à la télévision. J'espère quand même, j'espère. C'est possible. C'est possible. Dans ce western, nous suivons un ancien soldat de la guerre de Sécession, incarné par James Stewart lui-même, personnage Howard Kemp, qui en fait recherche un présumé coupable, en fait, qui serait justement coupable d'avoir tué un shérif, de l'avoir assassiné. Il agit donc en tant que chasseur de primes pour récupérer 5 000 $ et part à sa recherche. Sur sa route, il croise un chercheur d'or, Jesse Tate, mais également un soldat récemment libéré du 6e régiment, la cavalerie, Roy Anderson. Ces deux personnages vont l'aider dans sa quête, ce qui va amener de nouveaux enjeux, puisque James Stewart devrait potentiellement partager justement euh, la potentielle fortune qu'il va gagner en ramenant l'ennemi public. Mais il croise également une femme qui justement va lui, rappeler son passé, notamment ses traumatismes, puisque il n'a jamais revu sa femme en fait, hein, concrètement dans sa vie. Qui fait que ce western, si on pouvait le qualifier plutôt, on pourrait dire que c'est un western psychologique. Je pense que tu es d'accord avec moi, Axel. Voilà, pour vous présenter assez rapidement Anthony Mann, c'est un réalisateur du cinéma hollywoodien classique qui s'est fait connaître, hein, pour divers westerns. Alors là-bas, ce fut un grand succès. Mais on peut se souvenir également, par exemple, de Winchester 73, Les Affameurs et d'autres films, hein, comme Je suis un aventurier, L'homme de la plaine. Il a réalisé avec James Stewart 5 westerns en fait sur des années qui se sont succédées. Donc ceux que j'ai cités, par exemple, Winchester 73 en 1950, Les Affameurs en 1952 et ce troisième film, L'appât en 1953. Pour reprendre ce que disait Tavernier à propos du western par Anthony Mann, il considérait que ce qu'il en a fait, c'était ce qu'il y avait de plus parfait et de plus pur pour le genre et que justement au-delà de la rigueur linéaire, en fait, des intrigues propres au classicisme qu'il reprend, il y avait en fait un refus du baroque et du pittoresque, ce qui fait que les personnages ne sont pas filmés comme des héros, mais ne songent qu'à faire leur travail avant tout. Les paysages participent à l'action et il y a une progression lente parfois avec, une forme d'accélération soudaine de la violence, qui fait que les films ne donnent pas l'impression de respecter une forme d'académisme, mais au contraire interrogent vraiment ce genre du western qui fut, le cœur des préoccupations cinématographiques américaines, je pense, heu, dans le cinéma hollywoodien classique avec le mélodrame. Je vais te laisser la parole, Axel, puisque c'est toi qui m'as suggéré ce film, L'appât. Exactement. Déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai même pas dit bonjour, donc bonjour à C'est tous. vrai? Voilà, Axel, c'est vrai qu'en fait, j'ai même pas présenté Axel parce que maintenant c'est naturel, Mais oui, de oui, tous c'est les 2 en normal. Non, mais il y parler. a pas de souci. Mais donc Axel qui m'a suggéré ce film, qu'est-ce que ça représente pour toi, L'appât d'Anthony Mann? Comment est-ce que tu le perçois par rapport justement à d'autres westerns que tu as vus? Je sais que tu aimes beaucoup le cinéma de John Ford, mais pas seulement, hein, d'autres westerns aussi. Et finalement, est-ce que toi aussi tu considères un peu comme, ce que dit Tavernier, hein, que ce film et la manière qu'il a de traiter le genre est atypique ou non? Oui, alors atypique, oui, ça c'est sûr. C'est très intéressant ce que tu as dit pardon, sur les dires de Tavernier. Je vais réussir à parler quand même et parce que je suis non seulement d'accord avec lui, mais moi j'irais même encore plus loin. C'est que, pour moi ça fait partie de je le mets, enfin je pense que je mets pas Anthony Mann au même niveau que John Ford, Howard Hawks, tous ces enfin tu sais ces 2 grands noms notamment, du western, même s'il y a beaucoup de grands noms, dans l'histoire du western classique. Je pense on pourra évoquer, peut-être pendant le podcast les Raoul Walsh, William Wellman, tout ça. Enfin, on en avait parlé en off, mais il y en a plein des westerns classiques qui sont excellents. C'est juste que
il faudrait que les gens les voient surtout aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est un peu en train de tomber dans l'oubli, en fait, l'histoire du western, classique américain, alors que c'est fondamental, bah, pour comprendre le genre du western en lui-même et même, je pense, le cinéma américain parce que c'est peut-être, pour ajouter des comment dire? Des paroles un peu comme ça de noms, connus. Je me souviens que Jean-Luc Godard disait notamment que le genre du western, c'est peut-être le genre cinématographique ultime parce que, c'est là où en fait on voit le plus à quoi sert le médium cinématographique, c'est-à-dire à mettre en scène un espace, même mettre en scène un individu, un personnage au sein d'un espace et qu'est-ce que ça signifie l'espace par rapport à ce personnage-là et le personnage par rapport à l'espace et cetera. Enfin bref, je pense que tu es d'accord avec moi, mais enfin, c'est moi, je suis particulièrement d'accord avec ça parce que quand on voit les westerns classiques, on peut pas ne pas s'en rendre compte, en fait et effectivement, c'est ce qu'on ressent avec John Ford, c'est ce qu'on ressent avec Howard Hawks et c'est à mon avis la même chose avec Anthony Mann et notamment ce film-là. Alors moi, il faut savoir que j'ai vu 4 films d'Anthony Mann, si pas oui 4 films d'Anthony Mann. Je suis loin d'avoir creusé, sa filmographie en profondeur. J'avais vu notamment, Winchester 73, sur tes conseils, si je dis pas de bêtises, parce Non, c'est que possible. ouais, c'est ça. On se conseille tellement de choses de toute façon, donc c'est dur de s'en rappeler au bout d'un moment. Mais Winchester 73 avec, James Stewart encore, hein. À savoir qu'il a réalisé 4 ou c'est 4 ou 5 westerns avec James Stewart? On en Je a me rappelle plus. réalisé les 5. Ouais, c'est Ouais. ça, 5 avec James Stewart. J'avais vu L'Homme de l'Ouest aussi avec Gary Cooper, très intéressant, bah, avec, pareil comme toujours chez Anthony Mann, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est jamais sur des personnages qui sont, soit blancs ou soit noirs, c'est que des personnages ambigus, on est dans le gris intégral, comme dirait, un bon Jean-Baptiste Thoret. Mais, mais c'est ça qui est particulièrement intéressant et le 4e film que j'ai vu de lui, c'était, rien à voir avec, les westerns, c'est La Chute de l'Empire romain, qui est un péplum, sorti dans les années 60, mais où pareil, en fait, l'important, c'était les jeux de pouvoir entre les personnages et cette toujours cette manière qu'a Anthony Mann de c'est pour ça que c'est un peu, c'est un peu quand même un mec à part dans l'histoire du cinéma, dans le sens où, c'est je pense pas que ça soit un classique, mais au premier abord, on pourrait le penser. Mais il y a quand même une pointe de pas de maniérisme, mais il y a quand même un style, qui est présent, je pense, chez lui. C'est cette manière d'agencer les plans et de construire ses cadres toujours avec, toujours au niveau de ses personnages et avec un intérêt pour, l'espace qu'il y a autour et surtout la nature en fait, en elle-même et dans l'appât, l'appât ça enfin, ça représente, j'ai envie de dire idéalement ce truc-là. D'ailleurs, dès le premier plan, pour commencer un petit peu sur une analyse, plus technique, mais le 1 plan, pour moi, ça enfin, quand j'ai revu le film pour l'occasion en fait, du podcast, j'ai revu le film il y a quelques jours là et le premier plan du film, pour moi, ça pourrait résumer quasiment, tout le genre du western en lui-même. C'est-à-dire un plan, assez large sur l'Ouest américain. Donc en l'occurrence ici, on est au Colorado, hein, si Ouais, je dis pas de dans bêtises. le nord-ouest, ouais. C'est ça, dans le Colorado et donc c'est marrant parce qu'au lieu de filmer le désert, là, on filme une forêt. Donc en l'occurrence, là, les montagnes qu'il y a au loin, en arrière-plan et la caméra fait un panoramique ultra rapide sur, la chaussure, d'un cow-boy qui est sur un cheval et donc c'est James Stewart, en fait et pour moi, en fait, c'est vraiment ce plan-là pourrait résumer, non pas tout le film, mais plutôt le genre du western en lui-même, dans le sens où on a un paysage, un espace typiquement américain, la forêt, les montagnes, l'ouest et d'un coup, on passe à l'individu qui en fait habite cet espace-là, en le parcourant en fait et c'est vraiment en un seul plan, j'avais l'impression c'est con à dire, mais j'avais l'impression de voir la définition du genre du western en lui-même quoi enfin, c'est un film qui est hyper intéressant pour plein d'autres raisons, on va y venir, des personnages qui sont, tous hyper ambigus, James Stewart en premier lieu, je dirais, parce que, ça il représente la loi et l'ordre en même temps, mais on sent très bien que, en fait, il finit par en perdre toute intériorité, avec ça, mais l'arrivée du personnage féminin va changer cette chose-là et cetera et enfin bref, il y a énormément de choses à dire. Je vais te laisser,
commencer, si tu si tu veux introduire, notamment, une thématique et cetera. Mais oui, oui, je suis particulièrement, adepte du genre du western, évidemment. Bah, pour, rebondir sur ce que tu disais justement vis-à-vis, de John Ford, c'est vrai que quand on regarde, les films de John Ford, par exemple, je prends un exemple tout bête, La poursuite infernale ou ce type de film-là, c'est vrai qu'il se plaît à vraiment cadrer ses personnages en plan large et justement à donner de l'ampleur au Monument Valley. Mais quand on regarde un film d'Anthony Mann, parce que j'avais vu aussi Les Affameurs, moi j'ai pas cette impression-là qu'il veut, avant tout impressionner par la «grandeur» entre guillemets de l'environnement qui encercle les personnages. Mais au contraire, en fait, il fait le nécessaire quelque part. C'est-à-dire qu'il va utiliser des plans américains, des plans rapprochés et cetera sur le personnage, comme au début du film et de temps en temps, il va y avoir un plan qui est un peu plus, distancé du personnage, mais il va pas forcément insister sur la nature tout de suite, je trouve. Il filme d'abord le personnage dans l'espace. C'est ça, je pense, qui est peut-être un peu différent de John Ford, du moins quand les personnages sont en extérieur. Et c'est là où je trouve son cinéma intéressant, c'est que en fait, c'est avant tout un cinéma de personnages, mais un cinéma, ouais, qui travaille vraiment l'idée du héros américain, mais pas le héros américain forcément comme John Ford l'entend, c'est-à-dire, Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. le héros, tu vois, face au groupe, le héros, comment le héros s'intègre dans le groupe, pourquoi est-ce qu'il doit servir le groupe et finalement comment il se place par rapport, à son environnement. Mais pour moi, vraiment ces films, ça s'intéresse avant tout à l'individu américain, tu vois, qui est poussé dans ses retranchements personnels, Ça individuels. ouais, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais c'est juste, du coup, je on le rapprocherait plus, moi je le rapprocherais plus de Howard Hawks, dans ces cas-là, je Absolument, pense. Ouais. absolument. Je te rejoins, je te rejoins. Après évidemment, voilà, il y a quand même un point de vue sur le groupe et l'individu parce que le western aussi exige ça, je pense, mais c'est vrai que, bah, factuellement, moi aussi, j'ai un peu la même impression que toi, Axel. Que certes, il y a des éléments classiques, mais il va chercher à s'en détacher quand même un petit peu. C'est aussi ça qui en fait peut-être un cinéaste un peu plus iconoclaste, on va dire, qui se démarque des grands noms auxquels on pense, tout de suite. Oui, tout à fait, oui. Alors pour parler justement un petit peu plus sur la technique, mais sur la mise en scène aussi, avant qu'on évoque les thèmes en particulier. Donc ce western, c'est vrai qu'il a quand même un espace limité, je dirais un nombre de personnages assez limité aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 5 personnages différents. Donc on a une femme et 3 compagnons de route et donc un homme qui est recherché et les 3 en fait sont entre guillemets «dans le même espace», c'est-à-dire qu'ils évoluent, dans un cadre restreint et ils vont être amenés à collaborer ensemble et en fait, ce que je trouve assez fort tout de suite, c'est que très rapidement, presque le film nous met la puce à l'oreille que ce personnage de James Stewart, qui paraît confiant, qui paraît sûr de lui-même et qui menace d'ailleurs tout de suite, le vieux monsieur en question, ben, malgré tout, il va se poser en fait un problème, c'est que, entre guillemets, pour qu'il puisse obtenir ce qu'il souhaite, il va être amené à collaborer, à, tu vois, se soumettre aux conditions du lieu et quelque part, moi, ce que j'y vois, c'est vraiment, en fait, James Stewart, plus il avance, plus il découvre justement cette terre qui lui paraît tout à fait abordable en début de film, plus il va se rendre compte que c'est pas une personne avec qui il va devoir collaborer, mais bien 5 personnes et quelque part, là, je pense qu'on peut déjà l'évoquer, toute l'originalité du film, c'est que alors en français, le nom du film, c'est L'appât. L'appât qu'on pourrait croire être, donc le personnage de Van der Groot. Est-ce que c'est lui réellement l'appât? Est-ce que ce serait pas plutôt justement, le personnage de James Stewart, est-ce que c'est pas lui l'appât? Parce qu'on va le forcer quelque part à travailler avec ces gens, lui qui ne veut rien d'autre que trouver en fait, de l'argent et trouver, une paix pour lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant moi, c'est-à-dire
cette relecture du western avec un espace très limité, mais aussi des personnages qui, voilà, par leur caractère, mais aussi par leur nombre, poussent le personnage principal dans ses propres retranchements. Mmh. Qui fait que c'est autant un anti-héros dans le film, parce qu'il ne pense qu'à ses propres intérêts, qu'une victime, dans le sens où c'est une victime qui doit subir la pression des autres. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais en plus, c'est en ça peut-être que c'est un, peut-être un grand western que parce qu'il y a eu énormément de westerns dans l'âge classique, mais finalement il y a pas non plus énormément de grands westerns, on va dire. Mais c'est peut-être un grand western dans le sens où, bah, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il remet en fait en question, tous les clichés et tous les ouais, les stéréotypes auxquels on peut être habitué, quand on se dit western, quand on voit un western, classique et cetera. On pense obligatoirement à ça et finalement, bah, le rien que le ouais, le titre l'a pas, c'est finalement un comment dire? Un rapport de force qui s'inverse, en fait, comme tu as dit et moi, il y a plusieurs scènes, mais notamment une où, qui m'ont mis la puce à l'oreille quand j'ai revu, le film c'est notamment, alors je sais plus laquelle c'est, à peu près, en termes de durée, dans enfin, dans la chronologie du film, mais quand c'est la une scène où ils se font un feu de camp, où à un moment donné, tu as le personnage de James Stewart, le personnage de James Stewart, donc Howard Kemp, qui est face à, face à Ben, Vandergroat. Et en fait, ils sont en train de discuter tous les 2 et en fait, la mise en scène et le découpage, se met quasiment entièrement du point de vue de, Van der Groot dans le sens où elle accentue vachement les contre-plongées sur James Stewart et elle se met, presque enfin, beaucoup plus au niveau du criminel, en fait et à ce moment-là, je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, ça veut dire que là, on voit très clairement dans cette scène que le réalisateur, bah, et mine de rien, c'est fait avec des effets c'est même pas des effets de style, c'est que le la mise en scène doit être comme ça et c'est pas un effet de manche ou du maniérisme un peu pompeux, comme ça gratos quoi. Elle se met vraiment au niveau du personnage du criminel et à ce moment-là, on se dit, «Ouais, mais en fait là, James Stewart, il» en plus, ils sont en train de leur discussion, si je me souviens bien, c'est en gros, ça parle d'un rapport d'autorité, hein, parce que l'autre, si je me souviens bien, il est en train de lui dire, «Oui, mais de toute façon là, je peux pas faire grand chose, hein, je suis moi-même, un peu prisonnier et cetera» et en fait, c'est rien que ça, c'est assez subtil, mais je trouve ça raconte, déjà, un petit peu, le rapport de force entre les personnages et surtout que par la suite, je pense que tu vas l'aborder un peu plus en profondeur juste après, mais effectivement, le personnage de Van der Groot, c'est un peu lui qui va finir par, contrebalancer ça pas en contrôlant les autres personnages, ce serait un mot un peu fort, mais un peu en les dirigeant lui-même plutôt que l'inverse que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire James Stewart en fait, où c'est lui le chef du groupe et cetera et finalement, quand il se rend compte qu'il doit s'accommoder avec 5 personnes pour, réussir, à arriver, bah, là où il veut aller pour avoir sa prime parce qu'il a capturé le criminel et cetera, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est pas comme ça que ça marche donc c'est ça qui est Mmh. vachement intéressant de toute façon, donc oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, puis et surtout que ce qui est qui est au départ le danger principal ou l'enjeu principal pour Kemp, c'est-à-dire, Van der Groot, entre guillemets, ça change malgré tout assez rapidement parce que la rencontre, inopinée qu'il va faire avec les 2 autres hommes et cette femme, ça va lui poser presque davantage problème que Van der Groot, lui-même, tout seul, tu vois? En fait, je pense que ça le pousse davantage dans ses propres retranchements. Simplement le fait de devoir partager, d'avoir l'idée, en fait, en tête qu'il va devoir partager cette prime parce que, il a besoin de la totalité, en fait, de la prime pour racheter sa ferme, il me semble. Et tu vois, je trouve ça super intéressant qu'en fait, on ait un antagoniste qui en ait conscience. C'est-à-dire que l'antagoniste, il est suffisamment intelligent, donc Van der Groot, pour se dire que dans tous les cas, en fait, James Stewart, donc le personnage de Kemp, il est en train de se faire prendre à son propre piège. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui qui est dans la merde parce qu'à un moment donné, il va devoir partager sa prime. En tout cas, si lui, il fait un peu de chantage.
va devoir partager sa prime, mais qu'en plus de ça, la femme, elle va lui rappeler aussi celle qu'il a perdue et cetera. Donc c'est vrai que je trouve, comme tu dis, cette inversion des rapports de force super intéressante et la scène que tu évoquais, on peut aussi la voir, tu vois, comme l'ancien ami qui le regarde parce qu'en fait, les 2 personnages étaient amis, par le passé et quelque part, il le regarde d'égal à égal, que refuse de faire Kemp, qui ne voit qu'une cible en fait à Oui, c'est rabattre. ça, exactement. Alors que l'autre, en soi, tu vois, il lui dit tout de suite: «Mais moi je te connais, on était amis». Lui, il refuse de le voir. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc de personnage qui se ment à lui-même, qui pense, tu vois, qu'il peut faire table rase du passé facilement, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas tirer un trait sur absolument tout, quoi. C'est vrai que je trouve ça très fort, hein, vraiment. Puis comme tu dis, en l'espace de quelques plans par la mise en scène, vraiment cette économie de moyens qui participe à la tension psychologique sur pas grand chose finalement. On va y revenir, il y a quelques scènes d'action dans ce film, dont une de massacre, sur les Indiens, mais c'est avant tout des scènes de dialogue, qu'on qui sont simplement filmées, mais avec précision, quoi, donc ça Bah, fait c'est ça, c'est parce qu'elles très la sont ouais, c'est ça exactement. C'est parce qu'elles sont très bien découpées et qu'en fait le découpage et les mouvements de caméra, les différents, plans et cetera, même, un simple champ contre champ accompagne les mouvements de pensée des personnages, en fait. Et c'est du coup, c'est très bien enfin, de ce point de vue-là, de toute façon, le entre guillemets «le cinéma classique», même si comme on l'a dit, c'est pas vraiment du cinéma classique ici. Dans les années 40-50, il y avait tellement d'artisans qui savaient faire d'une seule scène de dialogue en découlait, toute une, comment dire? Une thématique, des rapports de force extrêmement complexes, et cetera et là, comme on le dit, enfin, c'est une scène de dialogue qui doit durer, 3 minutes et tout est déjà dit entre les 2 personnages, quoi et non, en revoyant le film, c'était vraiment un gros plaisir, je reviens sur ça, mais vraiment, c'était un sacré plaisir à revoir en tout cas, rien que pour ça. ouais, c'est merveilleux, hein. C'est quand même pas mal non plus, tu vois, de jouer pendant, je dirais, pendant un bon 10 minutes, dès la première partie du film, en fait, avec, du coup, Van der Groot qui se cache au-dessus parce qu'en fait, il est au sommet de la montagne et il essaye de faire tomber des pierres, des rochers, en fait, sur le personnage et malgré tout, en fait, on n'a pas du tout de gunfight, hein, comme on peut dire, c'est-à-dire de fusillade ou vraiment une action un peu classique de ce qu'on peut voir dans le cinéma américain et ça va davantage jouer, je trouve, en fait, sur les réactions des personnages, parfois avec des gros plans, justement des plans rapprochés où on voit d'abord la réaction, par exemple, de James Stewart, on va voir son visage et ensuite on va nous montrer la chute des pierres, que l'inverse. C'est-à-dire que l'action, je pense qu'on l'aperçoit d'abord sur la réaction du personnage et ensuite on nous la montre. Il y a comme ça, je pense, un petit jeu sur le hors champ très rapide, même si on nous le montre après, qui est assez intéressant et la violence, elle reste assez résiduelle, en fait. Hein, enfin, quand je dis violence, la violence physique, hein. Oui, oui, En oui. soi, oui, il y a une grande scène de massacre qui est assez terrifiante, hein, d'ailleurs, je trouve, de voir tous ces Indiens enfin, qui sont vraiment, mais exterminés, hein. Je trouve ça assez Bah, terrifiant, bien sûr mais et sinon, elle est assez résiduelle, ouais. ouais, ouais. Bah, je suis d'accord avec toi et surtout même, bah, on va peut-être, bientôt, je pense, embrayer sur Ouais, une autre thématique qui est, c'est sur l'espace et un petit peu le rapport à la nature et cetera, sur le rapport ouais. à l'espace, quoi. Mais, juste, moi, c'est enfin, pour, embrayer là-dessus vite fait, après tu introduiras mieux que moi, je pense. Mais, mais juste, Non, moi, je pensais, parce que tu parles du massacre des Indiens, mais juste avant, en fait, il y a quasiment, presque une scène de je sais pas, c'est presque une scène de filature entre, du coup, les Indiens qui vont suivre, ce groupe-là. Bah, tiens, en les surveillant parce oui, qu'ils les ont repérés et ils vont les suivre et en fait, tu as des longs plans, où on voit, en fait, les 2 groupes, en fait, qui se suivent avec, du coup, le groupe de James Stewart qui s'arrête pas de se retourner pour en fait, rester calme et cetera et puis ensuite les amener, bah, là où va démarrer le massacre et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un western, mais en fait, pendant ces plans-là et notamment le plan où tu vois arriver de très, très loin les Indiens
dans le cadre, en fait, tu peux regarder où tu veux dans le plan. Tu peux regarder où tu veux et tu verras que tout est tellement précis que tu as l'impression qu'ils je sais pas, tu as l'impression qu'ils contrôlent le vent, les Indiens qui arrivent derrière, certains cavaliers qui sont sur le bord du cadre et cetera. Je sais pas si tu vois le plan dont je parle, mais où tu vois les Indiens littéralement arriver de très, très loin, tu vois? Oui. Et heu et c'est quasiment un sentiment d'espace, hyper vertigineux où tu sens tout le poids de l'espace entre les 2 groupes ils Mmh. finissent par se rejoindre et puis après vient le massacre. Et c'est vraiment un plan qui m'a soufflé quand j'ai revu le film, quoi. Mmh. Du coup, je Ah te c'est laisse, aborder cette notion d'espace. ah c'est vrai que ça fait presque l'effet entre guillemets d'une visualisation d'un labyrinthe mental, mais du coup un peu physique où on peut se perdre un petit peu à chaque coin heu, de l'espace, quoi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, en fait, ce que je trouve vraiment, vraiment terrifiant, du coup, avec la séquence d'après, parce que là, on parle d'espace avec ces Indiens, c'est que autant le plan que tu viens de décrire là, et comme tu dis, c'est vrai, un effet un peu vertigineux où, l'impression que l'espace peut vraiment s'élargir si on part d'une direction à une autre. Mais juste après, du coup, quand tous ces Indiens vont venir se réunir dans le même cadre et qu'on va pouvoir les apercevoir de près, ils vont littéralement se faire massacrer et ça se passe en très peu de temps, je trouve. Et je sais pas, moi, tu vois, je l'ai vraiment pris de façon viscérale. Ça m'a fait un truc, en fait, de voir tous ces personnages collaborer au massacre. Du coup, il y a aussi, Kemp qui participe, les autres aussi, parce qu'en fait, c'est une action, du coup, qui est parce que ça, on l'a pas dit, mais c'est une action qui est intentée, en fait, par, Van der Groot parce qu'il est recherché par les Indiens pour avoir violé la fille du chef indien. Donc les Indiens le recherchent et en fait, Kemp lui avait dit que c'était à lui de partir parce que c'était pas leur problème. Donc Van der Groot, il commence à attaquer ces Indiens-là, les autres pour venir le soutenir. Et tu vois, c'est à ce moment-là du film où je me suis dit: «OK, le film, joue vraiment avec est-ce que le personnage principal est vraiment un héros?» Surtout qu'il ne réagit pas tellement, je trouve, au massacre des Indiens. Est-ce que tout le monde est si mauvais que ça dans l'histoire, quoi? Parce que moi, ce que j'en retiens quand même, c'est que après cette scène-là, absolument plus personne n'en reparle, en fait. Tous les Indiens sont morts, on passe à autre chose, tu vois? Ouais, C'est c'est vrai qu'on passe totalement, pas à l'as, mais on passe vraiment, en fait, on n'en reparle plus du tout, après le massacre, oui, effectivement. mais tu vois, c'est un truc de fou, moi, je trouve vraiment tout ce passage-là, c'est une effusion, vraiment une effusion de violence, qui dure et qu'on retrouve un peu moins ensuite dans le peut-être dans le climax, mais moi, ça a pas mal marqué. Et justement, pour parler de l'espace, en vérité, ouais, les personnages, c'est vrai qu'ils sont souvent encadrés par ces éléments, naturels, soit les rochers, les falaises, et cetera. Et on va pas se mentir, le décor les enferme, en fait, hein. C'est vraiment l'idée que leur survie dépend, en fait, de la capacité à gérer les tensions internes du groupe. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est moins le décor par les contraintes qu'il pose qui gêne les personnages, c'est davantage, en fait, comment les individus entre eux gèrent leurs propres tensions, qui va influer sur l'espace. C'est-à-dire que l'espace réagit, en fait, en fonction des accomplissements ou des actions des personnages. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est plus seulement sur une utilisation du décor comme un élément purement de péripéties, même si c'est le cas notamment, de façon merveilleuse d'ailleurs dans la séquence finale. Mais sur la durée du film, c'est simplement une matérialisation, en fait, de l'instabilité émotionnelle, comme ça avec ces gigantesques montagnes qui prennent de haut les personnages, qui les réduisent à une petite échelle. Mais tu vois, en termes de péripéties, on est moins sur des poursuites en tout genre, vraiment pas. D'ailleurs, à un moment donné, les personnages vont littéralement, en fait, se réfugier dans une espèce de cave. Donc en soi, ils vont se réfugier à l'intérieur du décor, comme s'ils allaient, comme ça, s'enfermer dans leur propre labyrinthe mental, parce que moi je l'interprète un petit peu comme ça finalement, symboliquement. Et c'est passionnant en fait, c'est vraiment c'est passionnant, je trouve, comme vision esthétique de la chose,
surtout pour un western, qu'on n'est pas non plus sur un western crépusculaire où il s'agit de faire des symboles sans arrêt. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et enfin, tu vois, il y a à la fois ce côté psychologique, mais en même temps, c'est très littéral. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur, l'utilisation du décor et ce qu'en fait Anthony Mann, surtout que comme tu dis, c'est pas anodin d'avoir pris, plutôt, enfin d'avoir tourné dans des endroits où il y avait plus de forêts et de montagnes que de désert, en fait. Parce que du coup, comme tu dis, le l'arrière-plan, sert complètement, les mouvements de pensée, idéologiques des persos et du groupe en lui-même. Et par la suite, oui, c'est ça devient enfin, c'est même le groupe et les personnages qui influent presque sur le décor et tout ça s'entremêle, très, très bien, enfin, c'est oui, oui, du coup, enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, donc oui. OK. Mais ouais, en vrai, je pense que ça passe beaucoup aussi par, du coup, ce qu'on évoquait là, les plans américains, mais surtout les plans rapprochés. C'est-à-dire que c'est toujours le personnage qui domine le cadre et derrière, on a le décor. Bon, Oui. par moments, quand même, le décor prend plus de place, mais essentiellement, ouais, c'est le personnage qui Bah, essentiellement, c'est le personnage qui prend la place, mais on a quand même, par petites touches et c'est ça qui fait que ça reste un western dans l'âme et surtout un très grand western, c'est qu'il y a toujours cette notion de l'espace par rapport à l'individu et comment l'individu va se mouvoir dans cet espace-là et cetera et comment il pourra changer, même si là, il y a beaucoup, beaucoup de c'est surtout finalement des scènes de relations entre les personnages plus qu'autre chose. Parce qu'à part à part la scène de massacre, effectivement, comme tu disais, il y aura pas beaucoup de et à part la fin, le grand final, il y aura pas beaucoup de scènes de gunfight, en fait. C'est plus des scènes de discussion, des scènes de mmh, négociation et cetera. ouais. Donc donc oui, oui, je On suis peut même complètement d'accord. Il y a rajouter voilà. la scène de l'escalade au début, on peut la rajouter aussi, mais c'est vrai que sinon, Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. ouais. C'est vrai. D'ailleurs, il y a cette scène de l'escalade qui, remet complètement, enfin, c'est pareil, il accentue vachement sur cette scène-là, en revanche, c'est pareil, il accentue vachement pareil, les comment dire? Cadres, en termes de les points de vue de supériorité, d'infériorité, les contre-plongées, plongées ou quand il monte, justement, la falaise et cetera, ça raconte aussi beaucoup de choses sur le personnage et c'est pareil, c'est fait en quelques plans, donc c'est jamais démonstratif, grand film, quoi. Amen. Mais ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment, enfin, comme on disait, hein, la nature comme un élément dramatique à part entière, en fait, qui à la fois, influence les décisions, les tensions, mais, incarne aussi justement les tensions à l'écran et on peut dire que ça a à la fois un espace, en fait, qui est hostile, mais purificateur aussi, dans un certain sens. C'est pour ça, en partie, que on a l'élément de l'eau qui va revenir à la fin du film. Hein, c'est évidemment, voilà, on peut le voir comme, forme de résurrection pour le personnage, mais, pour le coup, la nature comme un terrain d'épreuve, quoi, où les personnages sont testés moralement et physiquement, ça nous intéresse énormément. Mais je pense que Michael Mann, que Anthony Mann Lapsus le fait même révélateur, dans hein, lapsus révélateur, vraiment. bon après ça va en vrai, je compare un grand réalisateur avec un autre. Oui, 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 ça va, ça va. Je pense que Anthony Mann le fait aussi dans ses autres films, parce que moi j'avais vu, Les Affameurs, ça m'avait donné aussi un petit peu cette impression-là, hein. De vraiment le cadre qui vient tester le personnage dans ses Bah, retranchements, totalement et puis, même, un autre exemple de scène, concernant justement cette nature qui va influer, sur les personnages, c'est le moment où tu sais, genre, il voit un serpent par terre et du coup, il tombe, enfin, je sais pas s'il tombe par terre ou il est perturbé avec le cheval à ce moment-là. C'est ouais, c'est, Van der Groot, je crois qu'il voit le serpent, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Mais il y a un moment donné, tu sais, où il voit un serpent et du coup, ça bouleverse complètement bah, comment dire? Le trajet du récit, en fait. ouais. Donc heu, donc oui, Ouais, effectivement, il y a c'est vrai. cette notion de nature est présente, totalement, ouais. Et après tu l'as évoqué aussi un peu en partie, mais tous ces plans en contre-plongée où on voit les rocheuses comme ça qui entre guillemets «s'immiscent dans le cadre derrière les personnages», ça évidemment ça renforce le côté menaçant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le personnage et derrière il y a la montagne et
entre guillemets, il y a le personnage à dompter, mais la nature aussi qu'il faut dompter et ça Bien sûr, bien sûr. c'est omniprésent, ouais. Alors on peut peut-être évoquer aussi du coup le thème de la cupidité, donc le rapport à l'argent. Autrement dit, hein, ça je pense qu'on peut enfin je veux dire c'est une obsession américaine, hein, on va pas se mentir, le capitalisme. Oui, Mais, un petit peu, un petit peu. et surtout du coup, c'est vrai que dans le western, on a tendance parfois à avoir dans certains récits, un cow-boy comme ça qui va chercher, à abattre un autre. Là, je pense par exemple au film de Clint Eastwood, L'homme des hautes plaines, qui où c'est un petit peu ça d'ailleurs, hein. C'est un chasseur de primes qui n'a aucune moralité et qui est prêt à tout en fait pour abattre sa cible et p enfin pour, ramener ou abattre sa cible, c'est comme vous voulez, mais c'est plutôt abattre. Parce que Clint Eastwood dans ce film, il est pas très très sympa. Effectivement. C'est vraiment pas mal du coup, tu vois? Je trouve que, qu'un film remette en question juste cette idée du chasseur de primes. Il ne va pas «défendre» entre guillemets l'idée de la communauté, mais simplement agir pour ses propres intérêts et ça, on l'a un petit peu évoqué, le fait que le personnage de Kent soit amoral et qu'il n'ait pas vraiment de motivation, très claire, en tout cas en début de film, mais ça s'applique pour tous les personnages. Ce qui fait qu'il y a vraiment un côté très dense, je trouve, qui se dévoile de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucun personnage qui est tout noir ni tout blanc, y compris justement le personnage féminin. On le verra par moments, on a l'impression qu'elle est à ça, en fait, de basculer de l'autre camp, c'est-à-dire, d'agir pour les intérêts des autres. Puis ensuite, elle revient à nouveau vers Vandergroat et tu vois? Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en fait, tout ce jeu Ouais, ouais, ouais. psychologique, ce jeu de dupes qui s'incarne peut-être le mieux, je pense, pendant les scènes de soir. Vraiment quand, finalement, quand on voit le moi, la nature, Bien sûr. hem et donc à l'occasion de cette scène, alors je sais pas si c'est une grotte, mais peut-être une ouais, si en vrai je pense que c'est Si, si, c'est une alors grotte. c'est pas Si, 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 ouais, si. enfin je sais pas. Mais du coup, ouais, tout le moment où en fait, elle va essayer de faire sortir Vandergroat en faisant une sorte de diversion en fait auprès du personnage de James Stewart. Toute cette scène-là, moi je la trouve merveilleuse parce que ça se joue sur rien en fait et c'est elle, tu vois, en ses qualités de séductrice qui va venir, perturber comme ça, tous les autres, ouais. C'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal et ça en fait d'ailleurs un personnage féminin très intéressant. Ouais, Et je du suis coup, d'accord avec après, toi. enfin, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir toi aussi ton avis, Ouais, ouais, ouais. justement sur ces personnages. Est-ce que ça en fait pas trop finalement que chacun ait ses propres contradictions ou est-ce que tu trouves que ça passe bien? Bah, moi, je trouve que ça passe bien dans le sens où, en fait, le personnage féminin, là où il est très intéressant, c'est que c'est peut-être le seul personnage un petit peu rationnel, en fait, du groupe, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, effectivement, elle agit, de manière profondément rationnelle, quasiment à chaque fois, quoi et puis elle veut pas, c'est pour ça que c'est un personnage qui, dès le départ, on peut trouver être entre les 2 en fait. C'est-à-dire que c'est ni, comment dire? C'est ni une manipulatrice totale, ni une victime totale. C'est un peu des 2 en fait, j'ai l'impression. Après je saurais pas trop comment expliciter tout ça parce que, le film parle mieux que ce que je dis en lui-même parce que faut je vous encourage, encore une fois à le voir parce qu'il faut vraiment apprécier ce truc-là en images. Mais, mais je pense que c'est avant tout parce qu'elle est rationnelle, je pense. Alors que les autres, j'ai l'impression que, c'est quand même tous des beaux salopards, quoi. Franchement, Ah on oui, va pas se mentir. Donc, c'est aussi pour ça et d'ailleurs, on voit bien, comment elle, en tant que personnage féminin se fait, «traiter» entre guillemets, hein. Enfin, je veux dire, il y a des réflexions très il y a des ouais, des réflexions de la part des personnages masculins qui sont très, très machistes. Heu, c'est dû effectivement à l'époque, dans laquelle, ça se déroule, mais aussi, aussi du fait que je pense qu'Anthony Mann veut les dépeindre comme ça, ah heu, oui, je pour pense, hein. encore et pour encore plus faire ressortir en fait cette dichotomie, ce para enfin pas ce paradoxe, mais cet écart entre
ce groupe de personnages masculins et le personnage féminin qui ressort du coup complètement, grâce à cette rationalité, grâce à c'est elle qui amène la chaleur humaine finalement. Donc heu, Mmh. donc c'est très beau, oui. C'est très, très beau. Ouais, puis elle n'a pas cette contrainte psychologique ou cet orgueil, je pense, que les autres ont. Donc, tu vois, moi, je le perçois vraiment comme une intention, hein, de représenter cette femme forte qui s'oppose en vérité, aux hommes en général parce que à la fin du film, elle finira bon là, on spoil, mais finira par se retourner un peu contre, Vandergroat en pensant qu'il a véritablement tué le shérif. Mais comme tu l'as dit, sinon tous les autres, sont vraiment des salopards et on en vient justement à une forme de jubilation dans le fait de savoir, concrètement jusqu'où est-ce qu'ils vont aller dans leur propre ridicule. Hein, c'est-à-dire que aucun personnage masculin dans le film n'accepte ses faiblesses, quand même attendre un massacre pour qu'il y ait un petit peu une enfin un massacre, faut attendre qu'il y ait des morts à la fin du film pour qu'il y ait une remise en question de la part de Howard Kemp. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais C'est ça, excuse-moi, je te coupe vite fait, non, mais c'est vas-y, ça hein. et du coup, c'est ça vient se mettre en miroir, comparé au personnage féminin qui lui, j'ai l'impression enfin elle, j'ai l'impression que dès les premiers instants ou en tout cas, pas longtemps après qu'on l'ait vue pour la première fois, c'est elle qui comment dire? Enfin, comparé aux personnages masculins qui mettent vraiment beaucoup trop de temps à se remettre en question, elle pose directement un dilemme, et moral et émotionnel, pour, bah, non seulement pour le personnage de James Stewart, mais pour, j'ai l'impression pour le groupe en lui-même et idéologique et cetera. Enfin, du coup, ça vient encore plus, ce problème des personnages des personnages masculins, pardon, qui mettent trop de temps à se poser les bonnes questions qu'il faut et qui effectivement, il va falloir attendre un massacre pour, commencer un peu à cogiter. Ça se enfin, c'est comparé à ces personnages-là, le personnage féminin, lui, est directement dans le dilemme, quoi. Donc c'est Mmh. encore une fois je pense une manière et encore et c'est bizarre qu'on dise ça comme ça parce que c'est pas du tout démonstratif, c'est hyper naturel dans la manière dont c'est fait et c'est très beau du coup d'avoir un personnage féminin qui effectivement est un personnage féminin qui existe, qui est, plutôt, assez fort, qui a une vraie pas une morali pas vraiment une je dirais pas une moralité, mais quoique, mais une vraie personnalité, voilà et c'est et du coup, Je te dirais qu'elle est très loyale aussi. oui, oui, Contrairement aux autres, elle reste «fidèle» entre guillemets à ce qu'elle croit et c'est en partie pour ça qu'elle ira jusqu'à essayer de faire évader Van der Groot au moment qu'on décrivait. Mais elle a cette qualité en plus de rester fidèle à ce qu'elle est et d'être transparente aussi. elle est Elle ne transparente, cache pas son exactement. jeu. Elle ne cache pas son jeu, en fait. Alors, à un moment donné, elle va user de son pouvoir de séduction pour berner James Stewart, mais en même temps, ben, voilà, c'est parce qu'on lui donne pas trop le choix non plus, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle doit quand même agir aussi, pour s'en sortir et pour ses propres intérêts. Mais au tout départ, elle agit pas enfin, je veux dire, elle ne pense pas à son intérêt propre, quoi. Elle pense aussi à Vandergroat, et cetera. Donc c'est vrai qu'elle a des qualités en plus C'est ça. qui Bah, ouais, c'est peut-être ça qui, en fait, c'est ces qualités-là qui prouvent, du coup, ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'elle, elle a et en fait, tu m'as tu m'as donné les mots à ma place, mais du coup, c'est ça que je voulais dire. C'est que j'ai l'impression que le personnage, féminin, heu, qui est donc enfin, joué par, Janet Leigh d'ailleurs, qui est magnifique, dans le film. On l'a pas dit, mais elle est oui, quand même magnifique et qui est sans cesse qui a sans cesse sa pensée est sans cesse en mouvement alors que tu as l'impression que les personnages masculins restent sur leur tout à bord, en fait, fait et c'est ça qui la différencie, je pense. Donc c'est exactement ça, ouais. totalement, totalement. Et alors c'est là où je trouve aussi le film assez intéressant dans la manière dont il, incruste cet aspect-là dans le récit. Ça concerne justement le passé des personnages qui nous est dévoilé un petit peu par bribes. Alors, par exemple, le viol de la fille du chef indien par, Anderson. Ensuite, on a la femme, enfin l'ancienne femme du personnage de Howard Kemp, donc celui de James Stewart, qui on apprend n'est jamais revenue et a décidé de vendre, la ferme
du personnage. Ensuite, donc ça, c'est on nous l'apprend dès le début du film, celui qui est recherché, qui aurait tué supposément donc le shérif. Et enfin, on a ce personnage de Jesse Tate qui lui, a pas grand chose dans sa vie, mais veut absolument trouver de l'or. Et comme tu dis, toutes ces obsessions, mais ça en fait, on apprend chacune de ces obsessions progressivement dans le film. Si on revoit le film ensuite, on se rend compte qu'elles sont présentes du début à la fin. C'est-à-dire que comme tu dis, ces types-là ont un objectif en tête et ils restent, cantonnés à cet objectif-là. Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils agissent de façon totalement unilatérale C'est ça, et qu'ils exactement. n'existent que pour ça, quoi. C'est ça qui est assez effrayant, mais par contre, Anthony Mann, tu vois, il met une petite subtilité, sur le personnage, principal, donc sur Howard Kemp, lorsque, à un moment donné, il va y avoir cette scène de rêve où, en fait, il se rappelle sa femme et cetera et on va nous faire comprendre qu'il souffre, en fait. Il souffre quand même intérieurement et cette souffrance-là, elle va finir par s'extérioriser. C'est-à-dire que ce qu'on croyait voir un personnage comme ça qui a une carapace, qui est indestructible, hein, vraiment, on peut on peut pas le heurter émotionnellement parlant. Ben, ça va finir quand même par arriver et j'ai envie de dire, ça va le faire pour tous les autres. Ça va finir par le faire pour les autres aussi. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que on parlait justement de caricature et de clichés. Le film, je pense qu'il aurait pu être caricatural aussi. Si, tu vois, il nous avait présenté ces hommes comme complètement, un peu idiots et qui n'agissent que pour leur propre intérêt. Mais il nous met quand même la puce à l'oreille sur le fait que, malgré tout, ils ont cette sensibilité-là en plus quand même. Par exemple, justement, le personnage de Van der Groot, il est attaché à cette femme, tu vois? Il la prend limite pour sa fille. Il est même pas attaché tant sexuellement, enfin, je veux dire, il est pas attiré sexuellement par elle et il nourrit pas de relation amoureuse avec elle, mais il est attaché à cette, Il est attaché émotionnellement quand même. Oui, oui. voilà, c'est ça et tu vois, il y a des nuances malgré tout, je trouve qui sont présentes et elles sont quand même essentielles parce que sinon ça pourrait rendre le film un peu trop, bah, un peu trop plat quoi. Enfin je veux dire, et Oui, oui, finalement oui. pas assez dense, au Bien regard sûr, de sa dimension esthétique. bien On sûr. parlait justement des montagnes et cetera. Le Vertige, il est il est à la fois visuel, mais il est aussi pour tout ça parce qu'en fait à la fin du film, il y a pas de bons personnages, mais est-ce que, ils sont vraiment mauvais au fond? Enfin moi je Oui, j'ai en pas vraiment fait, la réponse. oui, oui, mais c'est ça. Bah, c'est de toute façon, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est que ils sont ni bons ni méchants au fond. C'est juste qu'en fait, ils ont mais ça, de toute façon, c'est les grands films parlent de ça aussi, c'est que la plupart des personnages, hormis peut-être le personnage féminin, mais enfin les personnages masculins, ils sont dans un, ça pourrait être des professionnels dans leur milieu, mais le but du film va être de rendre compte que, au bout du coup, enfin, surtout concernant le personnage de James Stewart, c'est parce qu'il s'engouffre dans ce professionnalisme et dans cette obsession de devoir ramener un criminel qu'il en perd toute intériorité et finalement le film rend compte de ça, en fait. Et c'est en ça que c'est peut-être un grand film. C'est-à-dire qu'il remet en question, encore une fois, les clichés et les stéréotypes, du coup, du western, du cinéma américain en lui-même, de toute façon. Puisque bah, à partir du moment où ça parle d'argent, d'individualité et de groupe dans un Ouest américain, bah, ça parle de l'Amérique, hein, de toute façon. Donc, ouais, ouais, je souscris totalement à ce que tu dis. C'est juste que oui, c'est ce qu'on affirmait au départ, mais qu'on a fini par expliciter, je pense, de manière assez claire, j'espère. Mais, mais oui, oui. C'est la grande force d'Anthony Mann, de toute façon. C'est que les personnages sont constamment ambigus et ça m'étonnerait même pas d'ailleurs que ça soit un des, je sais pas du tout d'ailleurs, mais que ce soit un des modèles, un des anciens modèles peut-être de cinéastes comme William Friedkin, tu vois, par exemple. Moi, ça m'étonnerait Ah, pas. Ça c'est m'étonnerait pas. possible, hein. C'est Ça m'étonnerait possible, pas. c'est possible, hein. Ah, ce serait pas anodin, hein, enfin, C'est ça. Parce que chez William Friedkin, c'est pareil, c'est marrant parce qu'on raccorde les wagons avec le premier épisode de ce podcast qu'on a fait. Mais mais du coup, parce que chez William Friedkin, c'est pareil, les personnages, ils sont
ils sont en même temps énervants, détestables et en même temps, attachants, enfin ou alors, compréhensibles, et cetera, et là, c'est pareil quelque part. Mmh. C'est-à-dire que, on 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 peut comprendre les personnages, mais en même temps, on se dit: «C'est quand même des sacrés salauds, quoi». Et c'est les 2 en même temps qui fonctionnent, quoi. Mais de toute façon, Mmh. moi, généralement, c'est les cinéastes américains, que je préfère, ils sont jamais dans un côté caricatural, un peu stéréotypé, il y a toujours cette distorsion qui arrive et Anthony Mann en fait partie, je pense. Mmh. Bah, puis c'est intéressant que tu évoques, Bug parce que Bug Alors j'ai évoqué William Friedkin, pas Bug, hein, oui, attention. c'est vrai, mais alors pour revenir au premier Ah oui, épisode, le premier épisode, oui, oui. alors parce qu'en soi dans Bug, c'est on est sur un huis clos, on peut dire ça comme ça, un huis clos psychologique, mais avec un décor qui reste justement fixe. Alors je veux dire, voilà, on sur un pur huis clos quoi, Oui, mais du coup il y a tout ce jeu, psychologique, mental entre les personnages et cetera et là, si on regarde un petit peu dans ce film-là, ce que je trouve d'autant plus, comment dire? D'autant plus réflexif et très, très vertigineux, c'est que on n'est pas sur un huis clos physique. C'est-à-dire que les décors, en soi, ça je veux dire, l'unité de lieu, on l'aperçoit, mais les personnages avancent, tu vois? Je veux dire, ils marchent, à cheval et cetera. Ce qui fait que le décor défile, mais par contre, le entre guillemets, «le jeu mental», lui, il tourne en boucle. Il tourne vraiment en rond. il Ce tourne qui à fait vide, que quoi. Oui, oui, il voilà, tourne il à tourne vide. à vide. Ce qui fait qu'on avance et en même temps, tu as l'impression que le entre guillemets, que le disque il est rayé, quoi et tu vois, ça en fait, ça crée, je trouve, tout un paradoxe là-dedans. L'idée que, tu vois, que le personnage va s'approcher de son objectif physiquement parlant, alors qu'en réalité, il s'en éloigne psychologiquement. Et ça, c'est un truc que, à mon sens, le film réussit totalement, d'autant plus, justement, par la manière dont Mann met en scène ses personnages. C'est-à-dire que, il va pas chercher à vraiment mettre l'emphase sur leur déplacement, mais toujours, vraiment toujours près des corps, près de leur esprit, en fait. Et Et c'est marrant que tu parles grande de qualité. ouais, je suis d'accord avec toi et c'est marrant que tu parles de boucles qui tournent un peu à vide parce que moi, ça me fait directement penser à Winchester 73 où le concept du film, c'est littéralement une arme qui va passer, de main en main et où à chaque fois qu'on va passer de main en main et ben ça sera un cliché du western qu'on va essayer de détourner. Et à chaque fois, tu vois, genre, tu je sais pas, tu vas avoir une scène avec, une scène de poker, puis ensuite, dans les mois d'après, on va passer, à un autre stéréotype du western, et cetera, et cetera. Je pense que Winchester 73 est peut-être encore plus réflexif, pardon, sur le genre du western en lui-même, que, Lapa, on est plus sur, on est plus sur l'intériorité des personnages, je pense, que c'est plus un film Ah oui. sur des personnages qu'un genre en lui-même, alors que Winchester 73 est plus, peut-être un peu plus méta pour, parler vulgairement, mais peut-être un peu plus comme ça, ouais. Ah oui, 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 je le pense. Puis, en plus, dans Winchester 73, là, pour le coup, il filme totalement la communauté, quoi. Enfin, dès le début du film, d'ailleurs, c'est vraiment le personnage, comment le personnage se comporte vis-à-vis des autres, mais du coup, pas que sur un groupe restreint, mais vraiment par rapport à ce que l'Amérique attend de lui, en fait. C'est vrai que, comme tu dis, oui, ça correspond peut-être un peu plus, au questionnement en général du genre. Bah, écoute, sur ce, je pense qu'on en a bien parlé. On a dit beaucoup sur ce film, même si on reste C'était pas tellement de mal, choses hein? C'était pas mal. il reste tellement de choses à dire sur ce film passionnant, Évidemment, évidemment. mais on espère que ça vous aura donné envie de découvrir, L'Appât, donc réalisé par Anthony Mann. Je ne sais pas s'il est disponible, dans une belle copie en Ouais, Blu-ray, mais je sais pas non plus, j'ai pas vérifié avant qu'on enregistre, mais en tout cas, vous voyez, ça il y a d'autres films d'Anthony Mann qui sont réédités par contre. Je fais juste, petit moment promo. Mais non, non, juste, profitez-en parce qu'il me semble que, par exemple, des films comme, La chute de l'Empire romain, par exemple, sont réédités en Blu-ray, ils sont en très belle copie, disponibles, dans n'importe quel magasin, mais regardez des films d'Anthony Mann, c'est vraiment très, très bien pour se rendre compte à quel point le cinéma américain d'aujourd'hui est pourri. Voilà. oh, il est pourri aux Oscars, hein, mais Oui, 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 non, mais bon c'est une après
une petite après, provocation, c'est tout. blague à part, il est pourri aux Oscars, mais sur la dernière édition, on a eu un bon film, voire, très bon film qui a été récompensé en meilleur film. Donc C'est vrai, c'est pas faux. mais disons que sur le cinéma de studio, ouais, on va dire qu'on n'est pas sur la meilleure période, quoi. Bah, c'est surtout ça et c'est surtout de se dire que, encore une fois, ces films-là, ils étaient, comment dire? Enfin, déjà, ça a été un film qui a coûté un peu plus d'1 million et qui a rapporté 3 fois plus. Faut se dire qu'à l'époque quand même les gens, bah, c'était des films qui étaient produits par les studios en fait, et qui c'est le genre de western, enfin, dans les années 40 et 50, il y en avait chez je sais pas combien par an, quoi. C'est toujours, comment dire? Intéressant de se dire qu'il y avait, je sais pas combien de films comme ça avant. Après c'est pour des raisons, économiques, d'industrie et cetera, qui c'est dans l'évolution des choses, j'ai envie de dire. Mais ouais, se dire Ouais. que ce genre de film était produit par les studios et qui remettait en question à ce point-là, les mythes américains, parce que c'est aussi ça le genre du western, c'est que on mythifie l'Ouest, etc. Mais les grands westerns ne mythifient jamais la vraie histoire. Ils prennent toujours en compte, avec un peu de recul, quoi. On va dire ça comme ça. Euh, mais du coup, ouais, c'est assez, enfin, passionnant de se dire que c'est des films qui étaient produits par les studios, vus par la majorité des personnes, des gens, etc. Enfin, bref, voilà, Mmh. voilà. Et d'ailleurs, tu me précisais, en off sur les recettes, du film Oui, et il me semble il a fait 3 millions de recettes, 3 millions de dollars de recettes pour à peu près 1 200 000 $, quoi, donc c'est ça. Ouais. quand même, un énorme succès, hein. Ah oui, 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 ça a été un super succès. Il a rapporté, je te dis, 3 fois son budget, hein. Donc ouais, ouais, c'est vraiment un énorme succès à l'époque, 53, c'est ça que tu disais? 53, hein? Oui, c'est 53. Oui, OK. c'est ça, c'est ça. Donc ouais, ouais, complètement. I got some bad ideas in my head. I just. Oh, look at it this way, you know. What's holding him up? Alors Axel, est-ce que tu as un petit film, américain à nous recommander? Connu ou non d'ailleurs? Alors, moi j'ai effectivement, j'ai un film à vous recommander. Alors ça sera plus un revisionnage plutôt qu'une découverte parce que, bah, non seulement c'est moi qui l'ai revu récemment, mais en plus je pense que beaucoup de monde, qui écoute ce podcast, l'ont déjà vu, en tout cas j'espère. C'est, Collateral de Michael Mann, un film pas très connu avec un acteur pas très connu. Heu, donc À l'époque où l'acteur en question choisissait des rôles intéressants. ouais, 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 exactement et bah, c'est de toute façon, c'était la période phare un peu de Tom Cruise, hein, je pense, début des années 2000 là, il enchaîne quand même des sacrés trucs avec entre les Spielberg, il y avait Magnolia dans les années 90, il y avait Eyes Wide Shut, enfin bref, il y a plein de trucs intéressants. Mais du coup, Collateral de Michael Mann que j'ai revu à l'occasion d'une présentation que j'ai animée, au cinéma où je bosse et quel plaisir de revoir, bah, déjà de revoir un film de Michael Mann. C'est toujours, c'est toujours un plaisir de voir ce savoir-faire dans un cinéma américain qui, rejoint un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y ait du cinéma purement populaire de divertissement, purement c'est presque un cinéma de genre quoi, mais qui en même temps, en dit beaucoup sur, bah, sur le capitalisme tardif, je dirais, parce que, bah, comme disait Toré d'ailleurs, parce que Jean-Baptiste Toré a fait, grand historien du cinéma, a fait un bouquin, sur Michael Mann. Mais, il disait un truc hyper intéressant, c'est que, quand on revoit Collatéral encore aujourd'hui, on a l'impression que Tom Cruise incarne, littéralement, c'est littéralement le capitalisme tardif, quoi. Un personnage de tueur à gages qui fonctionne que par, enfin qui comment dire? Qui régit tous les rapports humains avec lui, qu'avec de l'argent, qui fonctionne dans une déshumanisation complète, qui n'a aucune émotion, qui ne sait même pas, penser autrement que par, l'argent et par les contrats qu'il va faire, C'est quasiment en plus à la fin du film, sans spoiler ceux qui l'ont pas vu, même si je pense que la majorité des personnes l'ont vu, mais à la fin devient Terminator quoi, quasiment. Enfin c'est un super film, à revoir je pense encore aujourd'hui, surtout dans la filmographie de Michael Mann, parce qu'il arrive, juste après Ali et Révélation
et qui en fait, Michael Mann là teste réellement, pendant à peu près, enfin quasiment toute la durée du film, la caméra HD. Faut savoir que Michael Mann, c'est un pionnier pardon, là-dedans, la caméra numérique. Il est passé de la pellicule au numérique pour un petit peu, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais, l'apport de la caméra numérique, apporte, je dirais, cette modernité et ce côté un peu, mon devoir, le besoin de montrer le réel, quoi. Un peu plus brutalement, que dans ses autres films. Et donc, oui, Collateral, juste, je résume, avant de te laisser la parole, mais Collateral, ça parle de, pour ceux qui ne savent pas, c'est, Jamie Foxx qui incarne le personnage de Max, qui est un chauffeur de taxi et qui un jour, une journée de boulot, normale commence pour lui et tout vient basculer, au moment où Tom Cruise arrive dans son taxi et là, il découvre que Tom Cruise est un tueur à gages, finalement, en l'amenant, en fait, à un point où il va tuer quelqu'un. Il découvre que Tom Cruise est un tueur à gages et Tom Cruise va, prendre en otage Jamie Foxx dans son taxi et va ordonner à Jamie Foxx de l'amener aux différents points où il est censé tuer, ces différentes personnes. 5 personnes, si je dis pas de bêtises, en tout. Voilà, voilà de quoi ça parle et c'est absolument incroyable, incroyablement divertissant, incroyablement moderne encore aujourd'hui et hyper prenant, enfin, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Voilà. Merci pour ta recommandation, Axel, et je souscris à tout ce que tu viens de dire. Pour ma part, c'est l'un des chocs, cinématographiques, je peux le dire, hein, de début de cinéphilie. J'ai dû voir ça, vers 16 ans et je pense encore aujourd'hui. On a là, dans ce film, une des plus grandes scènes dans un métro, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement, complètement. Absolument absolument incroyable, revoyez Collatéral ou découvrez-le, voilà. Voilà, exactement. Pour ma part, je vais vous conseiller L'Année du Dragon réalisé par, Michael Cimino, sorti dans les années 80 cette fois-ci. Sorti après, l'échec commercial de La Porte du Paradis en 80, ici en 85. Michael Cimino, il revenait en fait sur un polar noir et violent, qui plonge dans l'univers du crime organisé, hein, à Chinatown, à New York. Et donc ce film qui a été coécrit par Oliver Stone d'ailleurs, suit en fait, pour résumer, un capitaine de police, qui est incarné par Mickey Rourke, qui est d'ailleurs, vétéran du Vietnam, de la guerre du Vietnam, et qui veut démanteler la mafia chinoise et en fait, en particulier le parrain en fait, hein, de cette mafia. Et pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que bon, déjà je l'ai découvert le mois dernier. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de films américains ce mois-ci, mais ça m'a semblé être un thriller criminel vraiment intéressant, assez dense et avec quelques éléments un peu lyriques qui, par moments, épousent peut-être un peu trop les codes de son époque. Je pense par exemple à la musique, notamment, qui m'a semblé peut-être un petit peu en décalage parfois, mais ça reste quand même du très, très bon savoir-faire. Enfin vraiment, parfois avec une caméra nerveuse aussi, hein, pour nous plonger dans l'intensité des combats. Je pense par exemple les scènes d'attaque dans le restaurant, chez lui aussi, qui sont assez impressionnantes, assez terrifiantes. Et puis c'est aussi un film, encore une fois, puisqu'on parlait d'anti-héros, avec un véritable anti-héros qui qui est obsédé par sa mission, qui a à la fois beaucoup de charisme et une part de toxicité qui lui est propre, et ce qui en fait un personnage ambigu assez passionnant. Mais au-delà de ça, il y a aussi un regard social et politique, à mon sens, parce que le film a été un peu accusé par certains critiques de racisme sur la représentation de la mafia chinoise. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Au contraire, je trouve que la corruption et la brutalité du système policier est tout autant évoquée que la mafia chinoise dans ce film. Voilà un très beau film, certes, forcément moins impressionnant, en tout cas, enfin forcément, pour ma part, que ses plus grands films. Oui, bah, Donc je pense que pas grand monde, te dira le contraire, hein. oui, voilà, mais ça reste un film vraiment intéressant Oh bah, oui, et oui, peut-être un peu mis dans l'ombre, forcément, de La Porte du Paradis et de Voyage au bout de l'enfer. ouais, ouais, ouais. Moi, je souscris, rapidement pour donner mon avis, mais je souscris, complètement à ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que ça reste un super film, il faudrait que je revoie parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais heu, mais ouais, qu'il y a une ambiance et une photo, un sens de décrire, des personnages, une communauté et
et des trucs très, très ambigus, qui se passent dans le film, qui sont absolument, magistralement faits, même si effectivement c'est moins grand, moins magistral que oui, Voyage au bout de l'enfer et La Porte du paradis, qui sont de putains de chefs-d'œuvre absolus, donc forcément. Mais oui, ça reste je pense que mine de rien, ça reste quand même La Nuit du Dragon un des très beaux polars américains des années 80, je pense moi. Avec Manhunter et Police fédérale Los Angeles, voilà. C'est mon top 3. Ah oui, ah oui, franchement, je te rejoins. Puis en plus, ça, pour le coup, ça partage quelques points, hein, bah, rien que la musique. Les Oui. 80, Ah bah oui. personnellement, j'avais pensé, tu vois, j'avais un petit peu pensé à To Live and Die in LA, Ah bah complètement, même si complètement. ça vaut pas la BO du Wu-Tang Clan, mais j'y avais pensé aussi, ouais. Ouais. Heu, donc voilà. Eh bien écoute, je pense qu'on je pense qu'on peut finir cette émission. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bah, merci à tous d'avoir écouté et puis, on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode, hein? On dit ça? Ouais, et le prochain épisode, on se dirige plutôt sur la science-fiction. Science-fiction et peut-être qu'on ne sera plus que on sera plus que 2, peut-être. Voilà. C'est possible. Voilà, c'est possible, c'est fort possible. Allez, sur ce, salut à tous. Allez, salut à tous.